Bonsoir, bienvenue, c'est le grand oral aujourd'hui de Jimmy Perrine, président de GPX Outre-mer, une association de policiers des Outre-mer. Bonsoir Jimmy Perrine. Bonsoir Jean. Et merci d'être avec nous à l'issue d'une semaine qui a été dramatique pour votre profession avec l'assassinat de vos deux collègues du côté de Mantes-la-Jolie, les Mureaux. La police est en deuil et singulièrement aussi la police des Outre-mer. Oui, ça a été une semaine assez douloureuse au vu des récents événements. Comment dirais-je, un meurtre assez ignoble en fait dans les faits, qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir. Comment dirais-je, qui laisse deux orphelins, un de 3 ans et comment dirais-je, un autre garçon qui perd également son père. Et voilà, en pleine période de l'euro, avec énormément de menaces autour. Voilà, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une augmentation au niveau de la violence et des crimes intentés aux fonctionnaires de police ou même aux représentants de l'État de manière générale. Aujourd'hui, il ne fait pas bon être policier. Non, il fait pas bon d'être policier. Alors, ça fait longtemps qu'il fait pas bon, il fait plus trop bon d'être policier parce que bon, voilà, on est constamment sur le devant de la scène, sur les manifestations, la loi du travail, sur les attentats. Depuis janvier dernier, les policiers sont un peu à flux tendu. On a eu comment dirais-je, le congrès sur l'environnement en fin d'année, on a l'euro là, on a bientôt la préparation du 14 juillet, et là-dessus, on a eu le Bataclan, et là-dessus, par-dessus tout ça, effectivement, on a cette menace de manière permanente avec des propos qui visent très clairement les forces de l'ordre, de manière privilégiée. On a cette menace qui pèse et qui vient s'ajouter à une fatigue, à une usure physique et mentale des fonctionnaires. Vous êtes clairement menacé, vous avez peur? Alors on est clairement menacé, peur, oui, on a peur pour nos proches principalement. C'est d'abord une peur pour les proches, c'est-à-dire qu'en tant que policier... Oui, parce que là on s'est attaqué à une famille. C'est ça, on s'est attaqué à une famille, voilà, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade du fonctionnaire de police en lui-même qui sait que, bon, à un moment, il peut être exposé à ce genre de situation. On a franchi un cran, c'est-à-dire que maintenant, on attaque les familles ou les proches des policiers pour ce que les policiers représentent. La nation, l'État, voilà, l'ordre, ce genre de choses. Et comment dirais-je, donc... c'est un nouveau cap qui est franchi, qui est désastreux pour l'image. Bon, c'est ce qu'ils recherchent aussi, hein. C'est tout le principe du terrorisme, c'est semer la terreur. Et voilà, et on a peur pour nos proches. Semer la terreur, j'écoutais cette semaine le témoignage d'un policier qui disait « Mais aujourd'hui, on n'est plus protégé parce qu'ils nous reconnaissent, même des années après. » Oui. C'est un risque, ça aussi? Oui, bien sûr. C'est un risque permanent, c'est un risque qui a toujours existé, déjà d'une part par les individus, les personnes qu'on interpelle de manière totalement lambda sur différentes situations. Ça peut aller du délit simple ou du crime un peu plus poussé, mais comment dire, voilà, les policiers habitent généralement parmi la population, enfin dans les mêmes secteurs, et sont souvent reconnus. Voilà, on habite souvent la région, voire le département dans lequel on travaille assez régulièrement. Parce qu'au niveau logistique, au niveau transport, bon, c'est un peu particulier. On essaie d'être pas trop loin non plus, avec soit des trains qui sont directs, voilà, soit l'autoroute, voilà. Donc il y a quand même une proximité, et ça arrive très régulièrement que corps service, les policiers soient reconnus et identifiés par des voyous. Et comment ça se passe? Le fait d'avoir entendu, je sais pas moi, il y a 3 ans, un individu qui vous rencontre quelque part, il vous fait savoir qu'il vous a reconnu? Ah oui, bien sûr. Vous avez des histoires de ce genre? Oui, bien sûr. J'ai pas plus tard qu'hier, moi j'ai été contacté par un collègue, un camarade, que je ne citerai pas, comment dirais-je, qui a été identifié donc dans sa ville, dans le 92, qui a été identifié par un individu qu'il avait interpellé il y a quelques années de ça.
dans le 92 et qui lui a dit voilà, je t'ai dit que qu'un jour on se retrouverait. Donc il y a eu des menaces. Il a beau tenter de lui expliquer que voilà, ce n'était pas lui ou qu'il y avait peut-être une erreur parce que lui ne le reconnaissait pas, l'autre n'a pas lâché prise et ça s'est terminé par une bagarre et voilà. Bon, heureusement des collègues sont intervenus et voilà, il y a eu interpellation, mais ce collègue va devoir déménager parce qu'aujourd'hui il est identifié, il était sorti de chez lui acheter quelques courses et malheureusement voilà, il a sa compagne, il attend un bébé, malheureusement il va devoir déménager pour refaire sa vie ailleurs. Voilà, ça a un coût, c'est particulier à vivre. C'est quelque chose qui arrive couramment maintenant. Si, ça arrive régulièrement. Vous allez dans certaines cités, je ne vais pas les citer non plus, mais vous avez des noms de fonctionnaires qui sont inscrits sur les murs, à mort un tel. Vous avez des policiers qui sont, leur tête elle est un peu mise à prix. Donc il y a des dispositions en interne pour justement protéger ces personnes et généralement quand elles sont identifiées, on arrive à les exfiltrer vers d'autres régions de manière à ce qu'elles puissent continuer leur profession de manière plus sereine, mais voilà, c'est quelque chose de plus en plus commun, on va dire, qui se banalise, qui tend à se banaliser la violence sur les policiers et les menaces à leur rencontre également. Dans l'affaire des Mureaux qui nous occupe aujourd'hui, on dit qu'on a retrouvé une liste de gens où il y avait des policiers, bien sûr, mais aussi des journalistes, des avocats, enfin, etc. Tout ceci vous paraît plausible? Complètement. Oui. Je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en Angleterre, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a cet individu qui a appelé à tuer certaines personnes, et dont des personnes qui font partie des médias, des fonctionnaires de police, de manière totalement lambda. C'est-à-dire que voilà, il n'y a même pas de non-visé pour les policiers. Ils demandent à tuer des policiers de manière totalement dispersée. Et comment dire, et des représentants politiques, voilà, c'est totalement plausible et c'est quelque chose qui malheureusement c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Voilà, est-ce que vous y êtes préparé, puisque vous laissez entendre à travers vos propos que c'est une situation qui va aller en empirant? Alors on s'y prépare. Est-ce qu'on se fait peur en disant ça, ou c'est la réalité? C'est la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à avoir peur. Il faut intégrer cette réalité-là pour continuer d'une part à vivre. Voilà, mais c'est vrai que ça ajoute un petit peu psychologiquement à... comment dirais-je, ça met les fonctionnaires, les représentants de l'État de manière générale à nerfs. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit, il y a une certaine forme de psychose qui s'est installée, qui, comment dirais-je, on est beaucoup plus attentif aux passants, aux personnes qu'on croise, qu'on rencontre, un regard appuyé, un comportement un peu troublant, et voilà, on a tout de suite certains réflexes qui s'installent de manière à prévenir tout risque, voilà, les fonctionnaires de police, les représentants de l'ordre, les gendarmes, les policiers municipaux sont beaucoup plus tendus depuis ces événements en service et hors service évidemment qu'avant. Vous êtes hors service vous-même, on prend un exemple, il y a quelque chose qui vous semble suspect autour de vous, vous allez réagir, vous réagissez déjà, vous êtes plus attentif peut-être qu'avant? Alors moi en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que j'ai adopté cette attitude-là, parce que je suis un peu visible et identifié. Mais comment dire, effectivement, cette douloureuse histoire qui s'est déroulée dans le 78, comment dirais-je, a été, voilà, c'est une grosse piqûre de rappel sur la société, sur ce qui peut nous attendre et sur comment réagir face à cela. Donc forcément, maintenant, on est encore plus réactif, encore plus vigilant, encore plus sur nos gardes pour nous-mêmes et nos proches et les citoyens de manière générale. Voilà, quant à une réaction... Si vous êtes menacé, vous n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires. Si je suis menacé, ou s'il y a une menace comment dirais-je, qui surgit, je pense que tant moi que mes camarades, que mes collègues, hors service et encore pire en service, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser par tout moyen
ce qui se préparait. Par tout moyen, c'est-à-dire? Ah, c'est tout moyen. Tout moyen. Tout moyen. Vous êtes rassuré par ce qu'a annoncé à l'issue de ce drame, justement, le ministre de l'Intérieur, disant qu'après l'état d'urgence, eh bien, les policiers pourraient, par exemple, continuer à garder leurs armes avec eux, leurs armes de service en rentrant chez eux? Alors je vous avouerai que je ne devrais pas le dire, mais je n'ai pas attendu cette déclaration pour adopter cette attitude. On est nombreux à ne pas avoir attendu de décision politique là-dessus. Voilà, on a des vies, on a des personnes à protéger, on doit se protéger nous-mêmes. Je pense que en tant que policier identifié, c'est un réflexe qu'il faut avoir de manière générale. On n'a pas attendu que les syndicats ou que la police que les politiques réagissent là-dessus pour prendre nos dispositions. Ça fait plusieurs fois que vous répétez en tant que policier identifié. Oui. Oui. Oui, parce que... c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, parce que j'interviens assez régulièrement donc dans les médias pour malheureusement, ce genre de situation. Vous êtes un visage connu. Je tends à l'être en tout cas, et au-delà de ça, je travaille sur la voie publique, donc je suis identifié des personnes que je contrôlerai ou que je serai amené à interpeller de manière générale. Donc identifié, voilà. Identifié, je ne me cache pas de ma profession, je n'en ai pas honte, j'en suis très fier, c'est une passion, mais voilà, qu'on me reconnaisse dans la rue, c'est pas quelque chose qui me surprend. En tant que policier. Par exemple, dans l'environnement où vous évoluez, on vous connaît. Quels sont les réflexes que peut-être de futurs délinquants auraient à votre égard? Ah non, il y a une appréhension, on vérifie, on se dit c'est lui, c'est pas lui, ensuite il y a les regards appuyés, il y a les sourires. Moi j'ai déjà été confronté à des situations où on me dit très clairement je te vois, où on m'identifie même devant chez moi, et mon réflexe à moi c'est d'aller vers cette personne et de lui dire oui voilà, bon j'ai été identifié, c'est bien moi, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça doit se terminer? Et la réponse c'est quoi? Ah non, mais généralement le ton redescend, voilà, c'est-à-dire que voilà, on montre très clairement qu'on n'a pas peur, oui, on est identifié, oui, et alors? Et derrière, je n'ai jamais eu de cas où il y a eu une surenchère derrière, sauf quand éventuellement il pourrait être à plusieurs, et encore là, voilà. Il peut y avoir donc une surenchère. Bien sûr. Donc sûrement un irrespect à l'égard de la profession que vous représentez. Cet irrespect, on ne le connaissait pas dans le temps. Comment tout cela est venu? Les choses se sont énormément dégradées au fil des années. Il y a eu une politique, entre guillemets, qui a tendu à opposer les fonctionnaires de police aux jeunes comme si c'était deux bandes rivales, et à partir de ce moment-là, en fait, voilà, il y a eu, on a un peu perdu, on a un peu perdu de l'essence de notre métier qui était le contact avec le public. Voilà, je fais référence notamment à la police de proximité. À la police de proximité, exactement, voilà. Oui. Ça a été une erreur politique, ça? Alors moi, je pense, je ne parle qu'en mon nom, je pense que ça a été une erreur, oui. Ce lien tissé avec la population, aller au-delà de l'aspect répressif de notre profession, je pense que c'était quelque chose d'important, et comment dirais-je, et que ça a été un tort en fait de prendre nos distances avec cette forme en fait d'approche de la population. Voilà. Aujourd'hui, les policiers, vus du public, n'ont qu'une image répressive. Voilà. Ils sont là pour sanctionner, pour verbaliser, pour interpeller, pour empêcher de. Avant, c'était, voilà, il y avait un échange. On discutait, on s'apportait des informations. Voilà, les gens avaient plus souvent l'impression d'être protégés, d'être écoutés, d'être entendus. Voilà. Les policiers avaient le temps. Aujourd'hui, on est dans une autre. Vous êtes dans l'urgence aujourd'hui. Voilà, on est dans l'urgence. On est beaucoup moins nombreux, et on a beaucoup plus d'événements à gérer. Voilà, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de fonctionnaires, et le nombre d'infractions a augmenté, le nombre on a maintenant des attentats, on a des attentats sur place, Justement, le terrorisme nous occupe et occupe nos esprits, nous citoyens, mais vous aussi, policiers. Est-ce que vous avez la formation suffisante pour prévenir ce genre d'événements, bien qu'il y ait tout un tas de structures, il y a les services de renseignement, on le sait, mais quand même. Alors vous savez, la police est découpée en plusieurs services et directions, et vous avez des services en fait qui sont spécialisés dans
cette branche, le terrorisme. Ensuite, les terroristes n'iront pas toujours vers les policiers qui sont formés au terrorisme. Les terroristes, ils s'attaquent généralement à la population. Ils vont aller vers des policiers lambda. Le maillon faible, on va dire. Pas forcément le maillon faible. C'est comment dirais-je, un policier qui travaille sur de l'antiterrorisme. Ce sera pas un policier qui va travailler sur un délinquant, sur un violeur, sur comment dirais-je, les personnes violentes. Voilà, c'est deux métiers différents à l'intérieur de la police. C'est deux manières d'approche différentes et chacun est spécialiste dans son domaine. Maintenant, la situation, les collègues qui ont été assassinés, ils n'étaient pas formés au terrorisme, en fait. Ils n'étaient pas spécialisés, en tout cas, au terrorisme. Et ça leur est tombé dessus. Demain, ça peut tomber sur d'autres qui peut-être, à ce moment-là, seront formés pour ça et qui sauront réagir, et même anticiper la situation. Mais, on n'en est pas encore à être formés tous sur tout. On parle beaucoup dans ce domaine des banlieues. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on stigmatise trop? Est-ce que c'est un foyer, justement, de danger potentiel pour nous? Est-ce que c'est un foyer? Je pense que les banlieues sont un peu, énormément stigmatisées. Je pense que le problème des banlieues, c'est qu'il faudrait les supprimer directement. Voilà, il n'aurait plus exister en 2016. Supprimer les banlieues? Oui, il n'aurait plus existé de banlieues. Quand je parle de banlieues, je parle de ces cités en fait qui font 12-15 étages et qui avec des bars, etc. Avec des bars, des conditions de vie qui sont pas terribles. Et on devrait donner des lieux d'habitat aux personnes. Quelque chose de plus humain, réduire les étages. Parfois, vous rentrez dans des cités, il y a 12 étages, il n'y a pas d'ascenseur, les gens ils portent leurs courses à la main, ils sont aidés, ce sont des lieux qui sont un petit peu abandonnés. Je pense un petit peu qu'on a créé les conditions. On a créé les conditions pour que ce soit des foyers de délinquance, que ce soit des endroits où il y a des trafics de stupéfiants, que les jeunes soient un peu laissés pour compte, que les personnes en fait qui arrivent dans le pays en situation régulière ou irrégulière se retrouvent entre elles, ils créent des ghettos, et après même 5-10 ans passés sur le territoire national, n'arrivent toujours pas à bien s'exprimer en France. Je pense que on crée des conditions pour que ça puisse exister, et c'est ce qui est malheureux. Voilà. Il faudrait raser tout ça, il faudrait étaler les gens de manière générale, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter et leur permettre d'habiter dans des endroits corrects et raisonnables. Voilà, Question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez de la gestion politique de ce fait, justement? Vous savez, ça a été géré pour pouvoir intervenir sur des sujets de délinquance. Il faut que la délinquance, elle existe. C'est-à-dire que si on résout la délinquance ou si on améliore les choses à ce niveau-là, on fait réduire la délinquance, ça sera un thème sur lequel on ne pourra plus faire campagne. Donc l'un dans l'autre, je pense que quelque part, on laisse un peu les choses, on laisse un peu pourrir la situation de manière à pouvoir intervenir dessus par la suite, notamment en période électorale, et dire j'ai la solution pour ça, sauf que la solution elle n'arrive jamais. Pour vous, on joue avec ça, quoi. Oui, bien sûr. On instrumentalise cette affaire. C'est un thème de campagne, c'est un enjeu de campagne. Oui. C'est un enjeu de campagne. Et bon, dans ces cités, les jeunes sont autant victimes qu'elles sont, qu'elles sont coupables. Voilà, c'est-à-dire l'oisiveté de nuit, les gens s'enferment un petit peu dans un rôle qu'on a voulu leur donner. Voilà, j'habite dans une cité, on ne va pas me donner du travail, donc je vais dealer, je vais faire des conneries. Alors attention, il y en a qui réussissent malgré tout, il y en a qui arrivent, il y a des produits, il y a des génies qui arrivent à se sortir de ça, mais il faut une volonté de faire pour s'en sortir, parce que les conditions sont vraiment, vraiment, vraiment pas terribles. Imaginez, vous habitez dans des immeubles où la proximité elle est telle que les voisins entendent très clairement ce qui se passe chez vous, une dispute, ça manque énormément en fait d'intimité, ces personnes pour beaucoup ont l'impression d'être abandonnées et réagissent en conséquence. Et que pensez-vous pourquoi on laisse s'épanouir ces zones de non-droit? Y a-t-il des endroits, vous-même, en tant que policier, où vous n'avez jamais pu pénétrer? Non. Où vous avez eu peur et vous dites « je n'y vais pas » Non, ça n'existe pas. Non, très franchement, c'est un mythe, en fait. C'est un mythe, la zone de non-droit? Les zones de non-droit, c'est un mythe. C'est véritablement un mythe. Les endroits où la police ne rentre pas, ça n'existe pas.
Alors, il est moyen, je veux dire, la police nationale, c'est approximativement 110 000 policiers. Les gendarmes sont à peu près 80 000. Bon, je pense pas qu'il existe un endroit où, si on veut rentrer, on n'y arrive pas. Très franchement. La police municipale, je n'y compte même pas. Bon, quand on veut, on peut. Alors, si ça arrive que supposée zone de non-droit, c'est que derrière, voilà, il n'y a pas réellement la volonté d'investir les lieux. Oui. Donc, mais ça n'existe pas sans limite. Mais cette volonté de ne pas investir les lieux, elle existe. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr, pour préserver la paix sociale, pour pour éviter des heurts, pour éviter qu'au niveau des médias justement il y ait une mauvaise image. Voilà, elle est là la zone de non-droit, elle n'est pas de l'autre côté. Les policiers peuvent investir. Donc au nom de la paix sociale, on a laissé faire des choses. Au nom de la paix sociale, on laisse faire beaucoup de choses. On attend, voilà, c'est de la politique. Oui. C'est de la politique. C'est de la politique. Aujourd'hui, en tant que policier, vous devez vous préserver votre intégrité physique, vous devez vous défendre, etc. Il y a un débat qui est aux États-Unis, mais qui est ici aussi, sur le port des armes. Qu'en pensez-vous, vous, à GPX Outre-mer? Alors, le débat sur le port des armes, il est totalement... Enfin, il est assez différent aux États-Unis et en France. Bon, le port d'armes, il est autorisé pour la plupart des citoyens. Voilà, il fait même partie de la Constitution américaine, etc. Oui. En France, on en est loin. Oui. Le port d'armes ne concerne que certaines professions, très réglementées d'ailleurs. Et comment dire, et comme je vous disais tout à l'heure, le port d'armes, les policiers l'ont, entre guillemets, depuis pas mal de temps. La possibilité, on était plus dans le transport, la possibilité de rentrer chez soi avec son arme, elle existe ça fait 12 ans que je suis dans la police, j'ai toujours connu cette disposition qui permet aux policiers de rentrer chez eux avec leur arme de service. Voilà. Aujourd'hui, elle était encadrée, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas dépasser un certain nombre de jours de repos, et il ne fallait pas rentrer chez soi avec son arme si après on était en arrêt maladie. Il y avait aussi un problème géographique au niveau de la zone géographique, voilà, c'était un peu plus encadré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre, c'est-à-dire que la zone géographique, voilà, elle a été estompée. C'est beaucoup plus libre parce que les conditions, l'environnement a changé. Parce que l'environnement a changé, voilà. Avant, on ne connaissait pas d'attaques terroristes au niveau local comme on a connu depuis Charlie Hebdo. Voilà, le climat était différent, donc on va dire que à mesure exceptionnelle, voilà, on accorde de nouveaux droits aux policiers, mais qui changent pas réellement le quotidien. J'ai écouté cette semaine le témoignage de l'épouse d'un policier municipal qui disait qu'elle avait la peur au ventre lorsque son mari partait en patrouille parce qu'il n'était pas armé. Faut-il aujourd'hui, de votre point de vue, armer la police municipale? Oui. Oui, bien sûr. Les policiers municipaux comme les policiers nationaux sont des représentants de l'État. Je sais que certaines mairies l'autorisent déjà. Oui, bien sûr, certaines mairies l'autorisent et puis ça arrivera de plus en plus. Et comment dirais-je, non, mais ce sont des policiers. Ils ont des pouvoirs de coercition et pas normal qu'ils ont une formation. Voilà, ce sont pas des personnes lambda, ce sont des fonctionnaires. Ils ont une formation, ils ont des cours de tir. Enfin, ils sont suivis sur toute leur carrière. Donc pourquoi ils n'auraient pas droit ils assistent les policiers dans leur mission. Très souvent, on est très content de les avoir en renfort. Pourquoi ils n'auraient pas droit à la SNCF? Ils sont quelquefois même les premiers à arriver sur les lieux. Ils sont même très souvent les premiers à arriver sur les lieux. Ils sont même parfois et de plus en plus souvent mieux équipés que la police nationale. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'entrer chez eux avec leur arme pour assurer leur protection et celle de leur famille s'ils sont identifiés comme tels et s'ils procèdent à des interpellations. Vous disiez par ailleurs que c'était un faux débat pour vous. Mais vous maintenez que c'est un faux débat. Ah, je maintiens complètement que c'est un faux débat. Je veux dire, le problème des policiers qui pourraient... Voilà, les gens ne savent pas. Ils n'identifient pas un policier. On n'est pas encore là. On n'est pas marqué au fer rouge. On n'identifie pas un policier sur la voie publique. Et voilà, les policiers généralement ne sont pas comment dirais-je... adoptent certaines précautions. On évite de laisser apparaître notre arme et voilà.
Et on peut intervenir à tout moment s'il y a un danger, et ça arrive très très régulièrement. Voilà. Les citoyens ont besoin de comprendre et ils entendent souvent des déclarations contradictoires. Tenez, je vais vous en citer une, celle d'un ancien président de la République qui a été par ailleurs aussi des locataires de la place Beauvau où se trouve le ministère de l'Intérieur et qui fait des déclarations finalement disant que l'État ne faisait rien. Mais c'est quand même lui qui a supprimé quand même 13 000 policiers en France. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça ? Vous pensez qu'on joue, que le politique joue un peu avec toutes ces affaires? Je pense qu'à un moment, comment dirais-je, il a fallu supprimer des fonctionnaires, il a fallu faire des économies qui étaient imposées, et comment dirais-je, la fonction publique est un gros vivier au niveau du budget, et on ne connaissait pas en fait ces menaces. Voilà, ces menaces, on ne les connaissait pas, donc il n'y avait pas... On s'est dit, enfin, je me mets à leur place, hein. Ils se sont dit, bon, on va faire des économies là-dessus, etc., sans anticiper qu'il y aurait, quelques années plus tard, un risque terroriste. Donc, il y a un manque d'anticipation de l'État? Est-ce qu'il y a un manque d'anticipation? Alors, je ne suis pas à leur place, mais comment dirais-je? En tout cas, concrètement, c'est comme ça que ça s'est déroulé. C'est-à-dire, à un moment, les choses étaient plus ou moins calmes jusqu'à l'affaire Mera. Et puis, à l'affaire Mera, on s'est dit, bon, le risque terroriste, il est de plus en plus présent en France, donc, sauf qu'on était à mi-chemin sur une nouvelle élection. Et donc, l'élection d'après, changement de gouvernement, hop, on a regonflé les effectifs. Voilà. Bon, et je pense que ça ira comme ça par la suite. C'est-à-dire qu'on va diminuer les effectifs au besoin, on va les augmenter au besoin, sauf que on peut difficilement prévoir les gestes déséquilibrés. Ouais. En tout cas, geste déséquilibré au bas. On sent dans vos propos que vous avez une passion pour le métier que vous faites. Vous n'allez pas le quitter, malgré que la menace soit exponentielle aujourd'hui. Je ne vais pas le quitter tout de suite. Je ne vais pas le quitter tout de suite. C'est une passion. Comme pour la plupart des policiers, c'est vraiment quelque chose qu'on fait par choix et non par dépit. Et voilà. Et je me sens de continuer encore quelques temps. Voilà. Est-ce que nos compatriotes des Outre-mer, puisque vous couvrez aussi tous les Outre-mer, vous êtes en contact avec eux, ont des raisons de s'inquiéter ou d'être assez naïfs face à ce phénomène? On a l'impression qu'ils se laissent vivre sans comprendre véritablement ce qui se passe aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. Les compatriotes qui sont affectés dans les départements d'Outre-mer sont très conscients de la menace terroriste. D'ailleurs, en Martinique et à La Réunion et dans d'autres régions d'Outre-mer, vous avez des personnes qui sont fichées, les fameuses fiches sûreté de l'État, les fiches S, et vous avez, comment dirais-je, la voix de Daesh il y a quelques temps, c'était un Réunionnais. Vous avez en Martinique, au Morne Rouge, si mes souvenirs sont bons, une personne qui est là depuis 2 ans d'ailleurs, en résidence surveillée, c'est ça? En résidence surveillée, donc voilà, les collègues sont parfaitement conscients que ça peut se passer aussi bien ici que là-bas. Oui. Et ils en sont parfaitement conscients, sauf que... Les collègues, oui, mais on a l'impression d'une inconscience de la population. C'est plus délicat au niveau de la population parce que ils sont moins, ils sont moins dans l'actualité, ils sont moins dans cette actualité, dans ces événements. C'est-à-dire qu'il y a ils vivent ces événements à travers les médias, mais ça ne se passe pas directement à côté de chez eux. Et effectivement, quand on ne voit pas les choses, quand il y a une distance avec les situations, on a tendance à effectivement continuer. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ne focalisent pas tous sur ces événements-là et qu'ils continuent à vivre. C'est ce qui fait avancer les choses. Votre message de fin, Jimmy Terrine? Mon message de fin, c'est un appel à la prudence, c'est un appel à la paix. Voilà, j'espère sincèrement que tout ça va se calmer, va s'achever même, et qu'on pourra passer à autre chose. Et voilà, j'appelle tout le monde à la prudence, en particulier mes camarades policiers et gendarmes. Et voilà, faites attention à vous, faites attention à vos familles, la population. Voilà. Merci Jimmy Terrine d'avoir été avec nous. C'était aujourd'hui le grand oral de Jimmy Terrine, président de GPX Outre-mer.